Le président congolien Azali Assoumani a suspendu la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, et transféré provisoirement sa compétence à la Cour suprême, une décision dénoncée par l'opposition. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remanié ce jeudi son gouvernement. Objectif, tenter d'endiguer le mécontentement croissant à l'encontre de la coalition au pouvoir depuis 1991. Deux militants de la société civile nigérienne ont été inculpés et écroués, ont indiqué jeudi leur organisation. Ils ont été arrêtés la semaine dernière après une manifestation interdite contre la loi de finances. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le Parlement bissau-guinéen a entamé ce jeudi sa première réunion depuis près de 2 ans. Une paralysie due à la crise entre le président José Mario Vaz et le parti au pouvoir. C'est du moins ce qu'ont rapporté les correspondants de l'agence France-Presse sur place. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du parti au pouvoir auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu lors d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 14 avril à Lomé. Cet accord prévoit la désignation d'un Premier ministre de consensus, Aristide Gomes, qui a pris ses fonctions lundi, chargé de conduire le pays aux élections législatives le 18 novembre et la reprise des travaux du Parlement. Lors de cette session extraordinaire, les députés débattaient du renouvellement de la commission électorale avant d'examiner le projet de loi constitutionnelle prolongeant jusqu'aux élections le mandat de législature qui s'achève le 23 avril. Ils doivent également renouveler la présidence de l'Assemblée. Un important dispositif de sécurité était visible autour du Parlement, mais la circulation restait fluide sur l'avenue de l'Unité africaine qui longe l'édifice. Il faut enterrer maintenant la hache de guerre et se tourner vers l'avenir. Nous devons œuvrer pour le bien-être de notre peuple qui a trop souffert, a déclaré le président de l'Assemblée, Cipriano Kassama, lors de la réunion de la commission permanente qui a précédé l'ouverture de cette session. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué mardi l'accord conclu sous l'égide de la CEDEAO. Il a exhorté les protagonistes à prendre rapidement les prochaines mesures cruciales, y compris la formation d'un gouvernement inclusif, la réouverture de l'Assemblée nationale et la mise en œuvre des dispositions restantes de l'accord de Conakry. Au Sénégal, la police a dispersé des manifestants à coups de gaz lacrymogène et a interpellé plusieurs opposants, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Ces derniers sont venus protester contre le vote d'une révision du code électoral moins d'1 an avant la présidentielle. Reportage. Des manifestants qui avaient érigé une barricade de branchage au milieu d'une rue proche du Parlement, dans le quartier de Dakar Plateau, pour protester contre le vote d'une révision du code électoral moins d'1 an avant la présidentielle ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène. L'opposition et des associations de la société civile avaient appelé à protester ce jeudi contre cette loi, malgré l'interdiction des manifestations dans ce quartier. La police a procédé à l'interpellation de plusieurs opposants, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Une autre figure de l'opposition, Malik Kagou, a également été interpellé avec 3 de ses militants. Selon sa formation, le Grand Parti, tout comme le président du mouvement Agir, Tieno Bokoum, selon un de ses proches. Au même moment, à l'Assemblée nationale, les députés ont entamé l'examen du dit projet de loi imposant un parrainage à tous les candidats de la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 24 février 2019. Selon le test, les candidats devront recueillir le parrainage d'1% du corps électoral, soit environ 65 000 personnes domiciliées dans cette région au moins. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remanié ce jeudi son gouvernement. Objectif, tenter d'endiguer le mécontentement croissant à l'encontre de la coalition au pouvoir depuis 1991. Reportage. Âgé de 42 ans,
Abiy Ahmed est la première personne désignée Premier ministre de l'Éthiopie contemporaine, issue de l'ethnie Oromo, la plus importante du pays, fer de lance depuis plus de 2 ans de manifestations antigouvernementales sans précédent dont la répression a fait des centaines de morts. Il a nommé 16 ministres, dont 10 n'avaient jamais fait partie d'un gouvernement. Il a notamment nommé un nouveau ministre de la Défense et un nouveau porte-parole du gouvernement. Les ministres des Finances et des Affaires étrangères, en revanche, gardent leur portefeuille. Motuma Mekassa de la branche Oromo de la coalition remplace Siraj Fegesa comme ministre de la Défense. À ce poste important, il sera notamment chargé de superviser la mise en œuvre de l'état d'urgence en vigueur dans tout le pays depuis la démission surprise du prédécesseur de Abiy, Haile Mariam Desalegn, en février. De son côté, le Parlement, dominé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, a élu, toujours jeudi, pour la première fois, une femme à sa présidence, Mouferet Kemil, ancienne ministre des Affaires féminines. Le porte-parole sortant du gouvernement, Negeri Lencho, avait été nommé par Haile Mariam durant un précédent état d'urgence en novembre 2016 afin d'augmenter la représentation des Oromo dans les instances gouvernementales. Il est remplacé par l'ancien ministre des Transports, Ahmed Shide, le membre de l'ethnie Somali au rang le plus élevé au sein du gouvernement. Les affrontements l'année dernière entre Oromo et Somali avaient fait des centaines de morts en Éthiopie et contraint environ 1 million de personnes à abandonner leur domicile, selon un rapport des Nations Unies. Le président comorien Azali Assoumani a suspendu la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, et transféré provisoirement sa compétence à la Cour suprême. Une décision dénoncée par l'opposition comme un abus de pouvoir. Les précisions. Dans une décision présidentielle datée du 12 avril, mais rendue publique cette semaine, le chef de l'État justifie cette mesure par le non-fonctionnement de la Cour constitutionnelle en raison du nombre incomplet des juges qui la composent. La Cour suprême exerce provisoirement les attributions de la Cour constitutionnelle, ajoute le texte. L'opposition a crié jeudi à l'abus de pouvoir, dénonçant une violation de la Constitution. On est sorti des limites de la démocratie. Le président a dissous l'ordre constitutionnel au profit d'un ordre monarchique, s'est insurgé Youssouf Bouana, secrétaire général de l'Union pour le développement des Comores, UPDC, l'un des 2 principaux partis d'opposition. Il est clair que le président Azali a bloqué lui-même le renouvellement des conseillers de la Cour pour venir aujourd'hui constater qu'elle est incomplète et ne fonctionne pas. Une opinion partagée par l'un des membres de la Cour, il s'agit d'une situation d'exception créée de toutes pièces puisqu'il suffit de procéder à la nomination des juges manquants. La Cour constitutionnelle est paralysée depuis juin 2017, faute de quorum. Elle ne compte que 3 membres sur les 8 censés la composer. L'un des vice-présidents comoriens, très proche de Azali, le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur de l'île comorienne de Moélie, n'ayant toujours pas désigné leur représentant. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daouda, a de son côté justifié la décision présidentielle en expliquant que Azali devait sortir le pays de ce blocage et permettre le fonctionnement de l'administration et des institutions de la République. Une organisation comorienne représentant la société civile, le collectif de la 3e voie, a dénoncé la multiplication de décisions et mesures qui portent atteinte aux acquis démocratiques. 2 militants de la société civile nigérienne ont été inculpés et écroués, ont indiqué jeudi leur organisation. Ils ont été arrêtés la semaine dernière après une manifestation interdite contre la loi de finances en cours actuellement au Niger. Reportage. Ibrahim Diori et Michael Zodi ont été inculpés ce jeudi et placés sous mandat de dépôt, respectivement dans les maisons d'arrêt de Kolo et Saï, a annoncé le collectif où ils militent. Un 3e militant, Abdourahman Ide Hassan, dirigeant d'une association de jeunesse, a bénéficié d'une liberté provisoire, précise cette source. Les 3 hommes sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et dégradation de biens publics, selon le collectif. Ils ont été arrêtés le 15 avril après des heurts à Niamey entre la police et des manifestants qui ont bravé l'interdiction d'une marche contre la loi de finances. Les autorités avaient interdit cette manifestation pour des raisons de sécurité. Mais les organisateurs de la contestation ont dénoncé le caractère illégal de l'interdiction et appelé leurs militants à organiser la résistance citoyenne. Ils avaient projeté d'organiser une marche et un sit-in devant le Parlement
jusqu'à minuit. Les 4 principales figures de la fronde contre la loi de finances avaient déjà été arrêtées le 25 mars dans des circonstances similaires, puis écrouées. Pour rappel, depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile, l'opposition politique et quelques syndicats organisent régulièrement des manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances qu'ils jugent antisociale. Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts et d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une 20aine de milliards de francs CFA, soit une 30aine de millions d'euros aux compagnies de téléphonie. Début avril, le président Mahamadou Issoufou avait, pour sa part, estimé que la loi de finances était contestée par une minorité de Nigériens et qu'elle répondait aux aspirations du peuple. À Cuba, Miguel Díaz-Canel a été élu pour succéder au président sortant Raúl Castro. C'est ce qu'a annoncé la Commission nationale de candidature devant l'Assemblée nationale. Numéro 2 de l'exécutif cubain depuis 2013, Miguel Díaz-Canel a été préparé à hériter des commandements du pays, notamment en représentant régulièrement son gouvernement lors des missions à l'étranger. Reportage. Pour la première fois depuis près de 6 décennies, le Cuba ne sera plus dirigé par un Castro. Et pour cause, Raúl Castro a officiellement cédé la présidence à son dauphin désigné, Miguel Díaz-Canel. Désigné comme seul candidat ce mercredi, ce civil de 57 ans a été, comme attendu, confirmé ce jeudi par les députés pour un mandat renouvelable de 5 ans, avec 603 voix sur 604 possibles, soit 99,83% des suffrages. J'assume la responsabilité pour laquelle j'ai été élu avec la conviction que tous les révolutionnaires cubains, peu importe le poste que nous occupions, le travail que nous réalisions depuis n'importe quel poste ou tranchée de la patrie socialiste, nous serons fidèles à l'héritage exemplaire du commandant en chef, Fidel Castro Ruz, leader historique de notre révolution, et également à l'exemple, au courage et aux enseignements du général de l'armée, Raúl Castro Ruz, actuel leader du processus révolutionnaire. Le nouveau président, qui devra maintenir l'équilibre entre la réforme et le respect des principes essentiels du castrisme, devra d'emblée s'atteler à poursuivre l'actualisation d'une économie encore étatisée à 80%. Parmi les chantiers à mener figure en tête la suppression de la double monnaie. Miguel Díaz-Canel pourra aussi compter sur le soutien de Raúl Castro, qui pourra l'accompagner en gardant les fonctions de secrétaire général du parti unique qu'il ne devrait abandonner qu'en 2021. Par ailleurs, la nomination des membres du Conseil des ministres devrait intervenir dans les prochains jours. Au Brésil, un tribunal rejette un nouvel appel de l'ex-président Lula. Ce dernier est emprisonné depuis le 7 avril pour corruption. C'est dans un tweet que le tribunal d'appel de Porto Alegre a annoncé avoir unanimement rejeté un recours technique déposé par l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui purge une peine de 12 ans et 1 mois de prison à Curitiba, dans le sud du pays, pour corruption et blanchiment d'argent. Après avoir analysé les arguments de la défense, Monsieur le Président, je conclus que l'irrecevabilité de ces recours est manifeste, car les conclusions contestées dans le jugement ne permettent pas à la défense de rouvrir la discussion autour des matières déjà réglées. L'appel examiné ce mercredi était le 3e interjeté devant ce tribunal par Lula et le dernier possible en 2e instance. Suite à ce nouveau rejet, les avocats de l'ancien président peuvent désormais se tourner vers des cours supérieures. Luiz Inácio Lula da Silva, qui est très largement en tête dans les intentions de vote à la présidentielle d'octobre au Brésil, a jusqu'au 15 août prochain pour faire enregistrer sa candidature au nom de son parti des travailleurs. Mais in fine, ce sera le tribunal supérieur électoral qui décidera d'ici le 17 septembre prochain s'il peut s'aligner ou non. En attendant, cette édition est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à chacun et à tous. Au revoir.